Raymond de Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu Rassemblement national au Conseil régional des Pays de la Loire, responsable du même parti en Sarthe. Pour commencer cette interview politique, on va peut-être commencer par l'actualité vraiment très récente. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, était cette semaine à la maison d'arrêt de Coulennes pour inaugurer une structure d'accompagnement vers la sortie. Le projet a pour but de favoriser la réinsertion des détenus. Je vous cite dans un communiqué de presse, cela ne répond pas aux attentes légitimes de la population en matière de sécurité. Pourquoi ? Oui, alors ça répond pas aux attentes légitimes de la population en matière de sécurité, parce qu'on a une insécurité grandissante en France, mais surtout en Sarthe, où il y a un taux de violence aux personnes qui est supérieur à celui de la France, l'ordre de 17 pour 1000, et au Mans, supérieur même à celui de Nantes. En plus, vous avez, comme vous le savez, eu 4 féminicides depuis le début de l'année. Donc ça, c'est des vrais problèmes auxquels il ne répond pas. En fait, cette ouverture est un peu une insulte, si vous voulez, aux gens qui souffrent de l'insécurité. L'insécurité qui, également dans les prisons, n'ont pas assez de place. C'est connu. Il n'y a plus de justice dans la Sarthe. Le tribunal de police est fermé. Il y a eu des interviews des responsables de justice de la Sarthe se plaignant qu'il n'y a pas de moyens. Et le ministre Dupond-Moretti vient se gamberger sur un centre d'insertion. Mais ceci dit, le bâtonnier du barreau du Mans et la procureure l'ont alerté ce jour même, mais n'ont pas remis en cause le dispositif. On peut faire les deux, on peut favoriser l'insertion. Je pense qu'effectivement, mais l'insertion c'est pas la priorité. D'ailleurs, au niveau de la région, nous sommes opposés aussi pour les mêmes raisons à des budgets importants pour la réinsertion, alors qu'on n'adresse pas les vrais problèmes, qui sont les problèmes des salaires et du recrutement des agents pénitentiaires qui ont une vie très difficile, qui sont des problèmes de la drogue dans les prisons, quand vous avez la drogue qui circule comme elle circule, la réinsertion, c'est un peu bidon. Il faut d'abord régler les problèmes qui rendent la réinsertion, qui provoquent cette nécessité de réinsertion, c'est-à-dire les problèmes de sécurité et les problèmes de difficultés de gestion dans les prisons, avant de mettre en place des moyens comme ceux que venait inaugurer M. Dupond-Moretti, dont je rappelle qu'il est, à mon avis, en partie par son attitude de racaille à l'Assemblée nationale. On va éviter peut-être les insultes. Il a quand même fait du bras d'honneur. Un bras d'honneur. C'est quand même une attitude assez particulière. C'est pas un très bon exemple pour la jeunesse française. On va peut-être pas non plus lui mettre tout sur le dos, mais quand vous parlez, par exemple, d'insultes au personnel pénitentiaire, qui n'a pas l'air opposé on n'est pas allé tous les sonder à ce projet, on peut pas non plus enfermer les délinquants et jeter la clé. Le fait de favoriser une certaine forme de réinsertion, notamment pour des détenus sur des peines courtes, qui n'ont pas commis des crimes de sang, selon vous, c'est à jeter Non, la réinsertion, c'est fondamental. Mais comment, justement ? C'est fondamental, mais c'est pas le problème essentiel aujourd'hui. Je vais vous surprendre en vous disant que, comme vous le savez, j'ai vécu en Chine et je suis résident permanent à Hong Kong, que dans ces pays-là, il y a un système pénitentiaire qui fonctionne, qui est sévère. Mais je connais des Français qui ont été en prison dans ces pays. Et il y a effectivement vraiment un souci de promouvoir la réinsertion, de former les gens, Comment les Américains parlant de rééducation, ben non, oui, c'est d'une certaine manière ça. Et en l'occurrence, le Français que je connais très bien, qui est sorti de prison après 5 ans, disait, j'ai été quand même admiratif de la manière dont alors c'est peut-être pas toujours le cas, mais il y a un souci de réinsertion évident. Mais il y a beaucoup plus de places de prison. Il y a aussi beaucoup plus de discipline. Vous ne pouvez pas avoir de drogue dans une prison à Singapour, à Hong Kong ou en Chine, parce que là, c'est terminé. Là, vous avez cité l'exemple de l'Asie, mais il y a des contre-exemples. Une politique plus ferme, bon, évidemment, là, comme ça semble naturel, mais on a des exemples du fait que ça marche pas forcément toujours. Je vais en citer 2. 629 Américains et 389 Brésiliens sur 100 000 sont incarcérés, contre 106 en France. Et pourtant, c'est des chiffres on parle de criminalité aux États-Unis, de délinquance au Brésil, c'est beaucoup plus élevé que chez nous. Oui, alors bon, nous, on s'occupe de la France, c'est déjà pas mal. C'est vous qui avez commencé la comparaison. Oui, c'est vrai. Alors, pour vous dire, oui, le Brésil et les États-Unis, alors, je connais bien les États-Unis, parce que j'ai exercé des fonctions là-bas et j'ai étudié là-bas. Ce sont pas du tout des exemples. C'est effectivement des sociétés très violentes. Et pourtant, c'est très répressif. Les policiers ont beaucoup de pouvoir. C'est très répressif, c'est des sociétés très violentes. Et puis, quand on parlera de la politique, c'est justement un des problèmes de la politique Macron, c'est qu'elle est alignée sur les États-Unis, même d'un point de vue sociétal. Et ce n'est pas du tout une bonne chose. Moi, je suis beaucoup plus pour
j'étais en Asie jusqu'à il y a 3 jours, les valeurs d'harmonie sociale qui sont promues dans ces pays-là. Plutôt que la liberté à tout craint et la prime aux riches, quand même, au Brésil ou aux États-Unis. Et quels sont les moyens justement pour finir avec ce thème de la sécurité qui est au cœur de l'actu, pour revaloriser le rôle du surveillant pénitentiaire par exemple? C'est comme pour la plupart des fonctions importantes de service public, que ce soit les fonctions d'enseignement, mais aussi les fonctions de police et d'une certaine manière les fonctions de santé, y compris les médecins. Il faut déjà commencer par revaloriser tous les salaires, rendre ces fonctions attractives, ne pas supprimer les régimes sociaux des retraites, ce que vient de faire le président Macron. Et de manière générale, le débat, c'est le débat de la justice sociale et de la redistribution. Aujourd'hui, on a un ensemble de gens qui sont soit des actionnaires qui ont hérité, soit des cadres supérieurs, qui ont un travail beaucoup moins pénible, beaucoup moins utile pour la société, qui gagnent beaucoup plus d'argent que ce n'était le cas il y a 40-50 ans, par exemple, où un médecin était bien payé, un professeur était payé en moyenne 2,5 fois à 3 fois le SMIC. Et il y a eu, avec la libéralisation de la société, un surpaiement de cadres d'entreprise, de gens qui font des fonctions finalement pas très utiles. Et ça, il faut revenir là-dessus. Il faut davantage les taxer, peut-être ? Moi, j'ai entendu hier, vous voyez, le directeur de la Caisse des dépôts et des consignations sur France Info, qui certainement peut-être pas forcément Rassemblement national, mais avec lequel je partageais pas mal d'idées, qui rappelait quand même que lors des 30 glorieuses aux États-Unis, il y avait une taxation à 90% des hauts revenus. C'était après la crise de 29, je crois. Oui, enfin c'était jusque dans les années 80, jusqu'à Reagan. Et je pense que dans une situation comme la France, une situation de crise, où le gouvernement endette la nation au service des riches, il faut revenir à plus de sérieux. Comme le général de Villiers avait dit, dans l'armée, l'écart, je crois, entre le soldat et le général de salaire ne dépasse jamais 1 à 12. Je suis assez d'accord, moi, personnellement, avec Mélenchon quand il dit que, au-delà d'un écart de 1 à 20 entre un travailleur, moi, je penserais même à 1 à 15, il faut, dans la mesure où il y a des besoins publics, taxer les hauts revenus. Vous comprendrez, Raymond Demalère, non seulement ça, mais aussi au niveau mondial. C'est surprenant d'entendre un cadre du RN citer Mélenchon. Écoutez, moi je suis pas sectaire. Un des gros problèmes qu'on a et que je vois à la région, c'est que nous, ça nous arrive souvent de voter des mesures de bon sens mises sur la table, soit par les écologistes, soit par la gauche. Eux, et c'est sans doute pas le cas des électeurs, mais tous les dirigeants sont sectairement, viscéralement anti-RN. Donc on peut dire, je fais une motion votée que je suis à RCF, ils vont voter contre uniquement parce que ça vient de chez nous. Donc, et ça, c'est vraiment un problème de blocage que le général de Gaulle avait pu surmonter, d'ailleurs, mais qu'il faut surmonter et que nous souhaitons surmonter. Nous souhaitons prouver aux électeurs de gauche que nous sommes pour la justice sociale. Et l'obstruction l'obstruction sectaire qu'a faite la NUPES lors de la réforme des retraites a certainement conduit à ce qui est absurde, c'est-à-dire qu'une loi passe alors que 70% des Français sont contre. Justement, vous avez amené vous-même le sujet, la réforme des retraites a été promulguée, elle sera, selon Olivier Dussopt, en vigueur le 1er septembre. Votre parti s'y opposait, et pourtant il a été, il faut le reconnaître, relativement discret durant cette période. Notre parti a un programme assez clair au niveau de la réforme des retraites. Si vous voulez, nous on s'est étonnés, beaucoup de mes militants d'ailleurs, certains ont été manifestés, mais enfin beaucoup disent on ne veut pas les manifester, et des gens qui ont voté pour Macron alors qu'il était clair qu'il avait dit qu'il y avait une réforme pour mettre l'âge à la retraite à 65 ans. Nous, notre solution, elle a été dès le départ de réindexer les retraites en fonction de l'inflation, d'avoir un minimum vieillesse qui à l'époque était de 1 000 euros, maintenant qui sera de 1 200 euros vu l'inflation, d'avoir la possibilité pour les gens qui démarrent leur retraite démarrent leur travail avant l'âge de 20 ans, de partir avant 60 ans, à partir du moment de 40 annuités, et sinon pouvoir partir à 62 ans avec 42 annuités. Donc on ne voulait absolument pas du recul de l'âge de la retraite, c'était écrit noir sur blanc sur
dans le programme, il y avait également la volonté de restaurer la demi-part fiscale en faveur des veufs et des veuves. Voilà. Par contre, c'était clair pour le programme de 2022, je ne vais pas revenir là-dessus, mais avant 2017, Marine Le Pen, elle était pour un allongement de la durée du travail. Vous, je ne poserai pas la même question peut-être à un jeune militant, mais vous qui avez connu le RN, même le FN à l'époque de Jean-Marie Le Pen, sur une ligne beaucoup plus libérale, est-ce que vous aussi vous avez changé d'avis? Est-ce qu'à l'époque vous étiez pour cet allongement? Et comment vous expliquez que Marine Le Pen a fait carrément à 180 degrés? C'est facile de le dire, mais moi, alors effectivement, vous avez raison de rappeler que j'ai adhéré en 84-85, mais j'étais sur une ligne sociale dès le départ. D'autant plus qu'au contraire de beaucoup des militants à l'époque du FN, j'avais une responsabilité dans une grande entreprise et je m'apercevais du cynisme des dirigeants et du fait qu'il y avait déjà, de la part des classes dirigeantes françaises, une volonté de kidnapper la richesse nationale et que ça m'énervait profondément. Je voyais l'argent qui était déposé, je citerai pas la multinationale pour laquelle j'ai travaillé, mais j'ai travaillé pour pas mal de multinationales. Donc je voyais l'argent qui était mis dans les budgets de communication, dont beaucoup repartaient en sous-commission d'ailleurs aux décideurs des entreprises, énormes sommes dans les budgets de communication, et en même temps il fallait à chaque fois réduire les effectifs et limiter la hausse des salaires. Donc il y avait déjà dans le début des années 80, cette volonté, marquée d'ailleurs sur la base de ce qui était fait aux États-Unis, de privilégier la rémunération des cadres dirigeants et des actionnaires. Mais le FN à l'époque était sur cette ligne-là. Jean-Marie Le Pen citait, je me souviens, Ronald Reagan quand même. Oui, alors Ronald Reagan peut-être pour autre chose. Pro-libéral. Peut-être pour autre chose. Reagan, ce qu'on a retenu quand même, c'est une politique ultra-libérale. Oui, alors moi je vous dis que j'étais... Tout comme Thatcher. Je suis toujours considéré comme... ayant un discours plus social, si vous voulez. Et vous arrivez quand même à rester en phase avec votre parti, malgré le fait que le parti change d'avis? Le RN, contrairement à ce qu'on pense, est un parti courtois et tolérant. Ce qui est important, il faut quand même adhérer à une ligne quand on est membre de parti. Ce qui est important, comme dans une entreprise d'ailleurs, mais encore plus. D'ailleurs, un système de valeurs peut-être? Non, il faut dans la manière dont on communique être respectueux des gens. Et donc voilà. Donc effectivement, quand vous avez une présidente avec un caractère fort que j'admire beaucoup comme Marine Le Pen, vous évitez de prendre la parole de façon pratiquement, comment dirais-je, excitée ou insultante pour mettre en avant vos idées. Vous le faites de fason courtoise. Et comment et on est écouté. On peut lui dire qu'avant 2017, elle était pour un allongement carrément. Ce qui compte, c'est ce qu'elle pense maintenant. Et il faut dans la vie être relativement souple et évolutif. En plus, les situations changent. Hein. La situation des États-Unis et du monde dans les années 80 était sans doute, et de la France, était sans doute pas la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'époque, par exemple, dans les années 90, la richesse par habitant en France était la 11e au niveau mondial. Maintenant, elle est la 24e. Hein, donc, pourquoi, je reviens sur la réforme des retraites, pourquoi ne pas avoir pris part à ces manifestations? On sait que les leaders de la CGT, de la CFDT ont annoncé qu'ils refuseraient de s'associer à votre parti, mais on a le contre-exemple de Charlie Hebdo où, en dehors de la manifestation parisienne, le RN a participé à des manifestations. Écoutez, d'abord, on soutenait les manifestations. Il y a beaucoup de militants anonymes qui ont été manifestés. Il est clair que nous avons reçu, surtout les cadres, gens comme moi, des conseils de ne pas aller manifester et que les syndicats ont dit qu'on ne serait pas le bienvenu. Moi, je suis assez connu maintenant sur le département. Il m'est arrivé de manifester une manifestation à l'époque du Covid. Et d'être dénoncé dans la manifestation. Donc, avec les gens qui vous regardent tout d'un coup d'un drôle d'air. Donc vous pensez que c'est la faute des manifestants et pas la faute du RN de ne pas avoir pris part à ce mouvement qui était quand même un mouvement d'ampleur? Non, je pense que c'est comme souvent la faute des cadres sectaires, des syndicats, des cadres de gauche. Nous, on est contre la réforme des retraites, évidemment. On souhaite l'abrogation de cette réforme. On comprend les manifestations. Je pense que si on pouvait s'y joindre, on s'y joindrait. Mais on est plus pour l'action légale. C'est-à-dire qu'on pense que la meilleure chose, c'est de voter. Une manifestation, c'est légal aussi. C'est légal. On est plus, absolument. Et on est plus pour, mais par contre. Ça participe au jeu démocratique. Oui. Alors vous avez quand même de l'infantilisme. C'est-à-dire que taper sur les casseroles, c'est bien, mais il y a un exemple du tapage sur les casseroles. Je parlais de manifestations contre. Moi, je manifeste souvent et j'ai été manifesté contre la fermeture des hôpitaux. J'ai été manifesté contre la politique trop contraignante, à mon avis, du Covid, bien que je sois vacciné. C'est un autre sujet. Ouais. Mais donc je vais manifester, ça y a pas de problème. Mais nous sommes plus en faveur du vote. Et finalement,
les représentants, que ce soit à la région, on gère 2 milliards 200 millions de budget, ou à la France, 350 milliards, ils ont quand même, les représentants élus ont quand même un poids assez direct. Donc pourquoi ne pas voter pour des gens qui présentent un programme de qualité? Mais on a vu que les élus, c'est une action qu'à leur limite, par exemple, avec l'utilisation du 49.3 sans qu'il y ait de vote au Parlement. C'est quand même un texte très important qui passe sans avoir été adoubé par le pouvoir législatif. Je ne suis pas sûr que le parti de Macron en recueille beaucoup de fruits, parce que je crois qu'il a créé quand même une situation où les Français, qui déjà n'avaient aucune confiance dans leur politique, font de moins en moins confiance. Le 49.3 aurait été évitable si les motions de censure avaient été votées. Nous avons voté les motions de censure présentées par la NUPES. Pour finir sur les manifestations, lors de sa venue en Sarthe fin février, Jordan Bardella il a justifié cette absence en disant qu'en France, c'est plutôt la gauche qui a la culture de battre le pavé. Bon, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des contre-exemples. La Manif pour tous en 2013, le mouvement de l'école libre, je vous épargne février 34. Alors, le mouvement de l'école libre était effectivement, à mon avis, la dernière grande manifestation qui a conduit à un résultat tangent. Plutôt un mouvement de droite, comme la Manif pour tous. Le Manif de l'école libre, vous savez, je suis conseiller municipal aussi, vous avez oublié de le mentionner. Même dans les conseils municipaux de gauche, les gens sont soucieux du maintien de l'école libre, souvent parce que les écoles libres permettent aux parents de faire des choix, d'envoyer leurs enfants ou présenter des options. Mais de là manifester, c'est autre chose. Je crois qu'il y avait effectivement, vous avez raison, surtout des gens de droite à l'époque. Comme à la Manif pour tous d'ailleurs, pour revenir à ça. Et c'est des exemples du fait que la droite peut se mobiliser dans la rue. Pour tous, c'est un domaine sociétal. Est-ce que Jordan Bardella n'a pas un peu trouvé une excuse en disant nous, la droite, c'est pas. Ou l'extrême droite. Non, je crois qu'on est un parti, justement, en plus, parce que on nous attend toujours au tournant, on est un parti qui fait de plus en plus confiance aux voies institutionnelles. Qui a toujours fait. Nous sommes le parti le plus républicain de France, hein, je l'ai dit. Nous sommes le seul parti qui a été présent dans 560 le plus de circonscriptions en France aux élections et depuis des années. Or, la République, la démocratie, c'est ça, hein, c'est être élu par le peuple. Nous sommes le parti le plus républicain de France aujourd'hui. En ce moment, le RN, selon un sondage IFOP pour le JDD paru ce mois-ci, c'est le grand gagnant de la réforme des retraites, hein, selon ce sondage. Intention de vote qui augmente de 7 points. C'est pas un peu frustrant d'avoir des bons résultats, même s'ils sont un peu fictifs, c'est un sondage, quand on est assez discret? Je crois qu'il faut prendre un peu son mal en patience. Dès que nous serons au pouvoir, ou si la Lyotte fait passer sa loi d'abrogation, là on votera pour, évidemment. Mais sinon, dès qu'on sera au pouvoir, on abrogera cette loi, c'est évident. Hein. Moi, si vous voulez, j'ai pris ma retraite, moi, à 63 ans et demi. D'abord, je salue la sécurité sociale et le système de retraite qui est bien géré en France, parce que malgré une carrière très internationale où j'étais en partie à mon compte, effectivement, ma retraite a été payée. Donc, le système fonctionne. Et si vous voulez, à 62, physiologiquement, à partir de 60 ans, 65 ans, vous travaillez moins. Hein. Les seuls qui continuent à travailler, c'est les PDG qui passent une heure à signer des chèques et qui ensuite vont jouer au golf. Ça, c'est sûr qu'à 65 ans, on peut continuer à faire ça. Mais c'est quand même une réforme pour les riches, c'est une réforme pour les fonds de pension, c'est une réforme qui n'est absolument pas justifiée financièrement dans la mesure où le régime est à équilibre et qu'on parle au maximum de 10 à 15 milliards d'euros de déficit par an. Alors qu'on a c'est quand même des chiffres conséquents. Oui, on a un budget de la sécurité sociale qui frise les 500 milliards. On a une fortune des milliardaires français qui augmente de 100 milliards par an en 2020-2021, au cas où on ne touche pas. On a des profits indus reconnus par l'Inspection générale des finances pour les autoroutes qui ont été privatisées de 55 milliards. Il faut, si vous voulez, moi je suis frappé dans beaucoup, alors c'est peut-être parce que j'ai travaillé, j'ai dirigé des entreprises, etc., mais souvent dans les débats politiques, les gens n'arrivent pas à mettre les chiffres en perspective. Il faut regarder la manière dont les riches s'enrichissent en France et le fait qu'on ne touche absolument pas à leur fortune qui ne contribue plus à rien. Donc vous êtes pour taxer les super profits comme par exemple la NUPES? Je suis pour l'impôt retour. Je suis comme le RN dans retour son de l'ISF, retour de l'ISF pas sur seulement les valeurs mobilières.
Et moi, personnellement, je suis pour un impôt mondial sur les fortunes et les revenus, ce qui est un système utilisé par les Américains, puisque Macron aime beaucoup les Américains, qui est utilisé aussi par la Chine, qui est utilisé par un certain nombre de pays, pratiquement par le Japon, par la Hongrie aussi d'ailleurs. Si vous voulez, quand on a un pays qui s'endette aujourd'hui, l'endettement français, il est fait pour les riches. On a un pays qui s'endette de plus en plus, où le chômage est élevé, où le taux de pauvreté augmente, où les services publics ne fonctionnent plus. Il faut redresser la barre. Et on ne peut pas faire peser ce redressement de barre aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut le faire peser aux gens qui ont de l'argent, soit par un emprunt obligatoire, comme ça a été fait en 1945, on l'a dit aux gens riches, si vous êtes riche, c'est sûr que vous étiez tellement riche que la Deuxième Guerre mondiale vous a pas affecté ou que vous étiez collabo, donc voilà, on va vous emprunter de votre argent. Vous seriez pour la nationalisation, par exemple, de grosses sociétés ou de banques, comme en 1945 ? Nous, on est pour la nationalisation des autoroutes, comme vous le savez. Je crois que la nationalisation... Il faut éviter les excès. La France a été bâtie, on le sait, sur la lutte contre les grandes féodalités. Lorsque les gens oublient la nécessité de la solidarité sociale, et je parle quand même sur une radio catholique, c'est-à-dire la notion de doctrine sociale de l'Église est importante, solidarité sociale, c'est quelque chose de très important. Lorsque les gens très riches oublient, et l'abbé Pierre était assez clair là-dessus aussi... Même s'il crée de l'emploi, c'est très riche ? Il ne crée pas d'emploi. Le chômage baisse soi-disant, mais sur une définition qui est modulaire et évolutive, qui est celle du Pôle emploi, mais qui n'est pas de l'INSEE. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les gens qui veulent travailler, mais qui ne sont pas au Pôle emploi. D'autre part, les emplois précaires de plus en plus nos emplois sont précaires. Donc, on n'est pas... Encore une fois, je veux pas... mais je reviens d'Asie, mais c'est la même chose aux États-Unis. Là, on tourne à des taux de chômage officiels quand même de 4-5%. Puisque vous avez parlé, Raymond de Malherbe, d'autoroute, on va attaquer la dernière partie de cette émission. On va parler de votre rôle d'élu régional, RN. La ligne 14, la ligne de train Les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Saumur, puisqu'on est dans les transports, elle menace d'être fermée. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'élu Rassemblement National ? Écoutez, c'est le problème du déclin des services publics. Et là-dessus, on est opposé à la majorité LR, on est opposé à la libéralisation des chemins de fer sur le Vendée et le Loire-Atlantique. Le service public, c'est un des éléments essentiels du rôle de l'État. Et on ne peut pas le sacrifier. Quand vous voyez qu'on a même les chemins de fer de Hong Kong qui maintenant ont le droit de répondre à l'appel d'offres pour des voies ferrées sur la Loire-Atlantique et la Vendée, on peut se poser des questions sur l'avenir du service public. Donc, nous, on est pour le maintien du service public. On remarque, d'ailleurs, c'est vraiment à de mes chevaux de bataille personnels, que la région subventionne des grosses entreprises. Je vais vous donner des exemples. 800 000 € à Airbus, qui a fait 4 milliards 200 millions de profits nets l'année dernière et l'année d'avant. 800 000 € à Tetra Pak, qui était une société suédo-suisse qui paye très peu d'impôts. Vous voyez ça comme des cadeaux ? Ce sont des cadeaux, oui, c'est l'argent public. Donc nous, on a dit très fermement, on n'accepte pas ça. Quand il y a des besoins de services publics, que ce soit transport, santé, école. Alors la région gère bien l'école. Nous, on soutient en général. Vous approuvez ? Oui, on soutient. Mais là, sur les transports, on est fermement contre la libéralisation et on est totalement contre le fait de donner de l'argent à tout ce qui n'est pas PME, TPE, c'est-à-dire des entreprises moins de 250 habitants, 250 travailleurs et moins de 50 millions de chiffre d'affaires, dont les comptes sont difficiles. Là, oui, on peut aider. Mais donner de l'argent à Tetra Pak ou à La Croix qui reçoit 1 million d'euros alors qu'ils sont, ou même dans la Sarthe, j'ai vu Haro a reçu 800 000 €, c'était pas la région, alors qu'ils envoient 10 millions d'euros de dividendes tous les ans à leurs actionnaires en Angleterre, il faut pas le faire, c'est tout. Alors moi je dis, c'est de la com, c'est des photo-op de la part, alors je suis assez sérieux, mais je l'ai dit à la région, alors, évidemment les gens ont posé les prix, souvent des gens qui n'ont pas forcément par eux-mêmes réussi à avoir des postes très importants dans les entreprises, se font mousser avec l'argent public dans des photo-op ou en donnant de l'argent à ces grosses boîtes. Moi, je vois ça comme ça. J'hésite pas à le dire. Ils comprennent pas aussi que ces grosses entreprises sont très malignes. C'est-à-dire que ils ont une approche de prédatrice. Ça peut être volontaire. Ils viennent chercher de l'argent se mettre public. En difficulté, en fait, exprès pour demander ensuite des fonds. Alors, ils se mettent même pas en difficulté. Ils vont voir la région en disant bon, voilà, on a besoin des fonds. C'est évident qu'Airbus c'est pas de difficulté. Donc pourquoi est-ce qu'on va les subventionner en plus ? Et ils le font parce que c'est une manière de récupérer un peu plus d'argent. Et pourquoi pas ? Et puisque les élus sont d'accord. J'en ai parlé d'autres élus RN dans des zones qui sont plus puissants comme la PACA. Dès le départ, on dit
les aides n'iront qu'aux PME et TPE. Si vous êtes une grosse entreprise, oubliez, vous n'avez pas à venir nous voir, ou alors aller voir l'État, mais pas la région. Dernière question, Raymond de Malherbe. Votre groupe s'est opposé, ou tout du moins sur la forme, au tour cycliste des Pays de la Loire qui a eu lieu en début de mois. Pourquoi ? Oui, parce que si vous voulez, vous avez le budget, vous avez une capacité de désendettement qui est passée de 4 ans et demi en 2019 à près de 9 ans. Donc on a une situation financière difficile à la région. Il y a eu un peu le quoi qu'il en coûte à la forme Macron. Il est fini le quoi qu'il en coûte. Christelle Morancel a dit lors de ses vœux en janvier. Mais ils continuent exactement. Les frais financiers augmentent de 30%. Ils passent à plus de 30 millions d'euros sur le budget 2023. Ils continuent, évidemment. Ils continuent à augmenter les frais de fonctionnement de quelques pourcents. Alors que nous avons demandé de les réduire. Et le tour cycliste, c'est une action de com qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Je pense que ce genre de compétition peut très bien être sponsorisé par des acteurs privés qui en tireront tout le bénéfice. Mais là, il s'agit d'une action pour nous, qui est une action de com en faveur des LR de la région, Madame Morancé sur son vélo, donc sur les photos, voilà. Bon. Comment ces fonds pourraient être utilisés d'après vous ? Ces fonds peuvent être utilisés tout à fait. Subventions pour les petits clubs sportifs, c'est ce que disait à ce micro Mélanie Cosnier, qui est élue écolo. Éventuellement des subventions, je vais prendre un exemple. Dans le sud de la Sarthe, il y a besoin de 550 000 euros pour reconstruire 5 ponts, qui sont essentiels pour des fermiers, pour aller, des gens, des résidents, pour aller chez eux. Et on trouvait pas l'argent, 550 000 euros. Et on va dépenser 3,5 millions pour un tour cycliste qui pourrait être sponsorisé par Coca-Cola ou Donc là, vous êtes pour la privatisation, par contre, là, quand c'est une manifestation de ce type-là. Je suis pas du tout pour que l'État, de même que l'institution, les pouvoirs publics régionaux ont tort de subventionner Airbus, ils ont tort effectivement de se mêler d'un événement qui pourrait très bien être privé et qui en plus s'est déroulé pendant la semaine. Ça a entraîné des perturbations du trafic. Voilà, et puis pas des masses de gens. Donc par contre, le maximum de photos pour Madame Morancé. Merci Raymond de Malherbe. Merci à vous et merci aux auditeurs de RCF.